Je voulais souhaiter la bienvenue à Madame Leila Benadjouja qui vient nous présenter une conférence qui s'intitule Femmes, féminisme et islam. Madame Benadjouja est doctorante en sociologie à l'UQAM. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Anne-Marie de l'invitation. Je suis heureuse d'être avec vous. Donc, comme le disait Anne-Marie, je suis doctorante à l'Université du Québec à Montréal. Je fais ma thèse, le titre officiel de ma thèse est Subjectivation féministe des femmes musulmanes au Québec. C'est-à-dire je m'intéresse aux mobilisations des femmes musulmanes dans l'espace public depuis environ les accommodements raisonnables jusqu'à la fin de la charte. Donc tous les sujets d'actualité qui est brûlant et les patates chaudes, je travaille dessus. Je suis également chargée de cours où j'enseigne un cours sur la sociologie du racisme. Donc mes intérêts portent sur le racisme, les études postcoloniales et les études de genre et féminisme. Bon, alors on va commencer. On m'a demandé, Anne-Marie m'avait demandé une présentation sur femmes et religion. C'était assez vaste. Je l'ai délimité à la question sur laquelle je travaille, donc femmes, féminisme et islam. Vous verrez que mon approche, elle est d'abord sociologique. Donc, je ne travaille pas du tout en théologie, je ne fais pas de l'interprétation des exégèses ou je ne travaille pas sur un corpus sur le Coran, par exemple, ce que dit le Coran sur les femmes, etc. Ce n'est pas du tout ça mes compétences. Moi, je suis plutôt en sociologie. Donc, je travaille sur la construction sociologique de... D'abord, des catégories comme femmes, féminisme, islam, et je m'intéresse notamment au féminisme musulman, et on pourra parler de ça un peu plus tout à l'heure. Donc, hop. Alors, pour vous présenter un peu ma problématique et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on va parler un peu des catégories. Alors, qu'est-ce qu'on entend par femmes musulmanes? J'ai écrit femmes musulmanes, des femmes comme les autres. Probablement tous dans vos tâches quotidiennes, vous avez dû rencontrer des femmes musulmanes. Et même si on ne travaille pas dans le milieu de l'immigration, aujourd'hui c'est le sujet incontournable. Ça fait tellement de débats médiatiques, de débats de société. On l'a vu pendant les accommodements raisonnables, pendant la question de la charte, le projet de loi 60, pendant la récente campagne électorale, comment... Par exemple, le gouvernement conservateur a fait toute sa campagne, une bonne partie de sa campagne en tout cas, sur le port du niqab. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'on l'accepte, on l'accepte pas, etc. Donc c'est pour dire que la question des femmes musulmanes semble interpeller de façon assez polémique la société québécoise. Mais pas que la société québécoise, parce que on fait un tour d'horizon un peu dans les sociétés occidentales. J'entends par société occidentale l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Dans la plupart de ces sociétés, on retrouve des débats similaires. Donc, on retrouve des débats où on se questionne sur ce que portent les femmes musulmanes. Finalement, on se questionne sur leur corps. Est-ce que leur corps est accepté dans notre société? Est-ce qu'il est habillé de la bonne façon ou pas? Et donc, c'est assez intéressant de se dire comment ça se fait que dans différentes sociétés, où on n'a pas les mêmes régimes politiques. Par exemple, en France, c'est un régime républicain. Au Canada, c'est le multiculturalisme. Au Québec, c'est l'interculturalisme. On n'a pas les mêmes systèmes de gestion du pluralisme, de la diversité et d'intégration des immigrants. Et pourtant, dans différentes sociétés, dans différents contextes, on retrouve des débats similaires. On retrouve des discours politiques qui se ressemblent et qui circulent. Où plusieurs problématiques se cristallisent autour du corps des femmes musulmanes. Et à l'intérieur de ces débats-là, on retrouve une forme d'homogénéisation, c'est-à-dire, on va souvent entendre, que ce soit des politiciens ou que ce soit des acteurs médiatiques, parler des femmes musulmanes comme si c'était quelque chose d'unique, comme si elles étaient toutes pareilles, elles se ressemblent toutes, elles ont toutes les mêmes croyances, les mêmes valeurs et le même habillement. Et on va créer ce stéréotype qui est celle d'une femme qui porte le foulard. À partir de là, je parlerai tantôt de voile et de foulard, même si pour ma part, je n'aime pas dire des femmes voilées, parce que porter le foulard, ça ne veut pas dire être voilée. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, durant ma recherche de terrain, m'ont demandé de ne pas dire le voile, mais plutôt de parler de foulard, parce que ça a une connotation un peu péjorative de dire personne voilée, une personne qui se voile, donc qui n'est pas capable de voir. Mais c'est des femmes qui voient très clair même. Donc,
Voilà. Ensuite, on parlera un peu du féminisme musulman ou féminisme islamique. On retrouve dans la littérature les deux termes, même si des fois c'est bien d'expliquer que l'un n'est pas l'autre. Je vous dirai brièvement là-dessus que c'est pas une littérature qui fait l'unanimité. Il y a beaucoup de courants qui, notamment dans le féminisme mainstream, donc le féminisme dominant, qui estiment que féminisme et religion sont incompatibles, que féminisme et islam sont incompatibles. Pourtant, et j'essaierai d'en glisser un mot tout à l'heure, il y a, que ce soit dans les pays à majorité musulmane ou dans les sociétés occidentales, il y a des femmes musulmanes qui militent dans des espaces féministes, mais pas que dans des espaces féministes, qui militent dans différents espaces pour justement les droits des femmes, pour la justice sociale, pour ce qu'on entend être le féminisme. Et ça amène à une autre question de dire qu'est-ce qui est féministe et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et surtout, qui décide de ce qu'est le féminisme et qui décide de ce qui n'est pas du féminisme. Donc voilà. Alors d'autres catégories complexes, donc féminisme et islam. Je vous ai dit que j'ai une approche sociologique. Donc j'entends par islam non pas seulement un corpus religieux, mais aussi un espace de socialisation. C'est-à-dire je prends... Enfin, je ne suis pas la seule, c'est en sociologie de religion, on entend aussi par la religion comme un objet sociologique qui vient de religar, lien social. Donc la religion sert aussi de lien social. Je ne discute pas l'islam comme un corpus religieux seulement, je le discute aussi comme une catégorie sociologique où on va parler d'islam. J'ai mis dans le titre « Islam avec pluriel ». En fait, ce que j'entends par là, quand on dit des islams, c'est qu'il est difficile de parler d'un islam figé parce que la pratique religieuse n'est pas la même, peut être différente d'une société à une autre. Ça ne veut pas dire que le corpus religieux en lui-même change, ça veut dire que la façon de vivre l'islamité peut changer. Si vous allez par exemple au Maroc ou bien en Indonésie, vous verrez que les pratiques peuvent être différentes, que l'appropriation culturelle de la religion est différente. Et dans les sociétés d'immigration, dans les sociétés pluralistes, le rapport au religieux change également. Il peut devenir aussi un rapport identitaire. Et par exemple, vous verrez que tantôt on va parler d'Algériens, de Marocains ou de Libanais, après on va parler d'Arabes, après on va parler de musulmans. Les étiquettes que peuvent porter les groupes sociaux peuvent changer selon le contexte. Donc souvent on va dire qu'avant le 11 septembre, on parlait beaucoup plus d'Arabes que de musulmans. Et c'est là où on voit, en tout cas en sociologie du racisme, on remarque qu'il y a une mutation du racisme anti-arabe vers un racisme anti-musulman. Donc les catégories, les désignations qu'on donne aux groupes peuvent changer selon les conditions sociales. Aujourd'hui au Québec, on vit dans des conditions où l'assignation de musulmans, c'est ce qu'on appelle la racisation des musulmans, c'est-à-dire on va reconnaître des individus, des groupes comme musulmans, à partir de caractéristiques aussi raciales, entre guillemets. C'est-à-dire peau brune, cheveux noirs, une façon de s'habiller, un accent, etc., etc. Tout un processus qui fait qu'on va dire ça c'est des musulmans, alors que peut-être il y a 10-15 ans on aurait dit c'est des arabes, ou en tout cas l'ethnicité est passée vers la question de la race, vers la racisation. Voilà, et on discutera un petit peu des discours sociaux, médiatiques et politiques sur les femmes musulmanes, la question du voile, en tout cas ce qui préoccupe aujourd'hui notre société. Voilà. Donc, alors, quelques définitions. Donc j'ai parlé un petit peu de la définition que j'utilise pour la question d'islam. Quelques définitions, vous allez entendre souvent islamisme, islam radical, islam modéré. C'est pour dire que c'est des catégories qui émergent dans le discours social, qui en fait n'ont pas un réel sens sociologique. Qu'est-ce qu'un musulman modéré et qu'est-ce qu'un musulman radical? C'est très difficile de statuer là-dessus. Surtout que tout ça, c'est une question de normativité. C'est une question de notre perception, en tant que... C'est souvent le groupe dominant qui va attribuer des catégories et qui va attribuer des qualificatifs, ce qui nous semble être modéré et ce qui nous semble ne pas être modéré.
Donc souvent, dans l'entendement social, on va parler de musulmans modérés, des musulmans dont on ne voit pas la pratique religieuse d'un point de vue physique, physionomique. Par exemple, on va dire qu'une femme qui ne porte pas le foulard, c'est une musulmane modérée. Et une femme qui porte le foulard, c'est peut-être une musulmane moins modérée. Mais entendez, là-dedans aussi, il y a tout un jeu sémantique qui peut être un peu, qui peut sous-entendre toute une idéologie derrière qui peut disqualifier certains acteurs sociaux. Vous travaillez, pour ceux qui travaillent sur la question de l'emploi, vous le savez, une femme qui porte le foulard, c'est plus difficile pour elle de trouver un emploi qu'une femme qui ne le porte pas. Parce qu'on va un peu avoir peur d'elle. Il y a une appréhension. On va se dire, est-ce que c'est une radicale? Est-ce qu'elle va m'embêter? Elle va me demander des accommodements raisonnables? Donc, on va déjà attribuer tout un comportement, on va attribuer des appréhensions par rapport à la racisation, justement. Ce processus qui fait qu'on va attribuer un tas de qualificatifs à des individus juste à partir de nos propres peurs et de nos propres fantasmes, finalement. Radicalisation, islamophobie, le terme radicalisation est apparu quand même dans le discours social assez récemment. Il veut dire tout plein de choses, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est un concept qui est assez problématique parce qu'il est très difficile, entre autres, à définir. Et l'islamophobie, j'en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. Donc l'islamophobie, c'est une forme de racisme qui vise les musulmans et tous ceux qui ont l'air musulmans. Vous savez, après le 11 septembre, il y a eu un homme sikh qui a été assassiné, qui a été tué par un homme blanc raciste, donc suite au 11 septembre, et parce qu'il pensait qu'il était musulman, alors que c'était un homme sikh. Pourquoi il pensait qu'il était musulman? Il pensait qu'il était musulman parce qu'il était brun, parce qu'il portait une barbe et qu'il avait un turban sur la tête. Donc la racisation, c'est aussi ça, c'est ceux qu'on pense appartenir à tel groupe social qu'on racise justement à partir seulement d'attributs qui sont souvent faux, d'une part. Donc l'islamophobie, c'est ce racisme envers les musulmans et tous ceux qui s'apparentent être des musulmans. Maintenant, je voudrais faire un petit retour historique sur l'islam dans l'imaginaire occidental. Pardon, il y a une faute dans mon truc. Donc l'islam a été considéré à partir environ du Moyen-Âge. Il y a plusieurs travaux qui montrent que l'islam dans le Moyen-Âge occidental, donc en Europe, était considéré comme une hérésie, comme une fausse religion. Je vais tout de suite vous mettre des travaux par exemple de John Toland, qui est un historien, qui a mis en évidence, il n'est pas le seul, il y en a eu plusieurs, en tout cas lui il a mis en évidence comment le discours sur l'islam déjà au Moyen-Âge était teinté en tout cas de peur, mais aussi de diabolisation, c'est-à-dire on s'est construit l'islam et les musulmans comme les ennemis du christianisme, mais pas que, les juifs aussi étaient considérés comme les ennemis du christianisme, donc porteurs d'une fausse religion, d'une hérésie, et il y avait tout un tas d'histoires sur le prophète des musulmans, donc Mohammed, en disant que non seulement c'était un faux prophète, qu'il mentait, etc., etc. Donc c'est pour dire que souvent les stéréotypes qu'on retrouve sur les musulmans aujourd'hui, ils ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas récents. Ils circulent dans les espaces occidentaux depuis déjà le Moyen-Âge. Et c'est intéressant de voir comment se déroule cette continuité et comment elles ressurgissent. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, comment ça se fait que dans différentes sociétés, qu'il s'agisse du Danemark ou de l'Allemagne ou du Québec, on retrouve les mêmes stéréotypes sur les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a entre autres cet imaginaire commun qui traverse les sociétés occidentales, peu importe leur régime politique, peu importe leur modèle d'intégration de l'immigration, peu importe s'ils ont une histoire coloniale avec un pays musulman ou pas, il y a quand même des stéréotypes très forts qui sont ancrés et qui datent donc du Moyen-Âge. Donc, on assiste au Québec à ce qu'on appelle l'objectivation des femmes musulmanes. Ça veut dire quoi ce terme-là, l'objectivation? C'est-à-dire la construction d'un objet. Pas un objet physique, c'est un objet dans le sens sociologique, c'est-à-dire une entité qu'on va observer. Et en sciences sociales, vous savez,
les sciences sociales sont aussi teintées des dynamiques sociales dans lesquelles nous vivons. Dans les sciences sociales aussi, on retrouve des caricatures sur les femmes musulmanes. C'est-à-dire, ça a été un objet construit comme, les femmes musulmanes ont été construites comme des femmes passives, des femmes victimes, qu'il faut sauver. Donc victimes de quoi? Victimes de leur culture, victimes de leurs hommes, victimes de leur religion, et qu'il faut sauver. Et d'ailleurs, vous savez, même dans le discours colonial, on retrouve ce même discours. C'est le discours d'aller sauver les femmes, pas que les femmes musulmanes, mais les femmes du tiers-monde. Je vous cite ici Chandra Mohanty, une auteure d'origine indienne, qui a beaucoup travaillé là-dessus pour mettre en évidence comment les femmes du tiers-monde ont été perçues comme des femmes victimes qu'il faut sauver, ce qui a permis à l'impérialisme occidental de se justifier. Et c'est particulièrement le cas pour les femmes musulmanes. Je vous donne l'exemple de l'invasion de l'Afghanistan après le 11 septembre. Une des motivations de l'administration de George Bush, c'était de sauver les femmes afghanes. Parce que les pauvres femmes afghanes étaient sous burqa, dominées par les talibans, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque les intérêts politiques sont là, d'un coup, on s'intéresse à ces femmes-là, mais quand on n'a pas d'intérêt politique, ça ne nous intéresse pas. Et surtout, à les sauver, comment on sauve ces femmes-là? On les sauve souvent à travers des entreprises impérialistes. Donc, on l'a vu dans le cas de l'Afghanistan, c'est par la destruction d'un pays, etc., par l'invasion. Mais ce discours de sauver les femmes musulmanes, il se retrouve dans des degrés différents et de manière différente. Au Québec aussi, il y a ce discours de sauver les femmes. On l'a entendu donc par exemple pendant la charte, l'appel au dévoilement des femmes musulmanes, d'enlever leur foulard, c'était pourquoi? C'était pour les émanciper, entre guillemets. Comme si c'était des femmes qui n'étaient pas capables de choisir pour elles-mêmes, comme si c'était des femmes qui ne pouvaient pas elles-mêmes savoir si elles voulaient porter le foulard ou pas, mais on préférait donc leur imposer, ça n'a pas passé, le projet de loi 60 n'a pas été... a été avorté suite aux élections, mais n'empêche que dans le discours qu'on retrouvait de certains acteurs sociaux et politiques, c'est des femmes qu'il faut aider. Et donc ça, c'est des discours qu'on retrouve déjà pendant la période coloniale et qui ont largement été documentés en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, etc. Donc on se les représente comme des femmes aliénées finalement. Alors, un élément qui stigmatise énormément les femmes musulmanes, c'est la question du voile. Le voile joue un rôle structurant dans le rapport qu'a la société avec les musulmans. On va par exemple questionner les hommes. Est-ce que ta femme se voile? Est-ce que ta fille se voile? Moi, on m'a déjà questionné. Est-ce que ta mère te voile? Dans des contextes, se voile. Dans des contextes, finalement, qui ne s'y apprêtent pas, d'une part, et ça peut être des questions très impersonnelles aussi, parce que là, on est en train de questionner la religiosité des gens. On est en train de questionner quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Et surtout, pourquoi tu te voiles? Pourquoi tu ne te voiles pas? On pense que c'est normal d'aller questionner les gens sur des convictions qui leur appartiennent, mais finalement, c'est un regard un peu voyeur et on ne va pas se permettre ça avec tout le monde. On ne va pas se permettre avec n'importe quel collègue de travail ou avec n'importe quelle personne de la questionner sur son système de croyances et de valeurs. Et nous vivons dans une société libérale. Une des caractéristiques fondamentales des sociétés libérales, c'est que nous pouvons vivre ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne sommes pas obligés de partager les mêmes valeurs. Donc, nous sommes soumis au même système de loi, de droit, etc., d'un point de vue juridique, mais nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes croyances, nous ne sommes pas obligés de croire en les mêmes choses, ni de partager. Maintenant, le civisme, il y a une forme de civisme partagé, oui, mais si on fait un tour de table sur nos valeurs, on verra que nous n'avons pas nécessairement les mêmes valeurs. Et que c'est ça aussi la liberté que doit nous donner une société libérale. Mais lorsqu'il s'agit des femmes musulmanes, on va douter et on va avoir un soupçon sur leur capacité d'avoir leurs propres valeurs et on va penser à partir d'expériences. Par exemple, au Québec, c'est souvent par rapport à l'expérience de la société, du groupe dominant, dans son rapport à la religion, dans son rapport au catholicisme, etc., quand on va transférer nos propres expériences sur celles des autres. Et ça va fausser notre rapport à la réalité. Parce que
chaque groupe a sa propre expérience et il est important de ne pas imposer oui, nos propres expériences à celles des autres et être convaincus que finalement ils vivent la même chose mais qu'ils ne veulent pas s'en rendre compte. Alors, l'islam dans notre société, il est fortement médiatisé et il permet justement, en tout cas dans mon analyse, je vois que tous les débats sur l'islam permettent de ne pas parler d'autre chose. Ça permet d'occulter d'autres problèmes sociaux. Vous savez, si on regarde à peu près au Québec, il y a entre 2 et 3% de musulmans dans tout le Québec, de la population. Pourtant, c'est le groupe qui fait le plus de débats médiatiques. Est-ce que vous vous souvenez, pendant la campagne électorale fédérale, lorsque des femmes autochtones ont couvert leur visage en disant à Harper est-ce que maintenant je compte? Puisque tu n'arrêtes pas de parler des femmes qui portent le niqab, le niqab. Donc, est-ce que tu vas pouvoir enfin nous entendre maintenant si nous aussi on voile notre visage? C'était très significatif parce que pendant les femmes autochtones ont beaucoup milité et continuent à militer pour demander une commission d'enquête sur les femmes assassinées et disparues, sans avoir de retour, comme si ce n'était pas un problème important. Et par contre, le discours politique s'est cristallisé autour des femmes qui portent le niqab, alors qu'elles n'ont pas demandé, elles n'ont rien demandé, autour d'une femme autour de sa cérémonie de citoyenneté, le fait est-ce qu'elle va garder son niqab ou pas, etc., en mettant de côté. Donc c'est là où on voit à quoi sert justement tout un discours médiatique dans une société. À quoi ça sert d'avoir une crise médiatique autour d'un sujet? Ben, ça sert souvent à ne pas parler d'autre chose. Donc l'islam, dans les sociétés pluralistes aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, sert souvent à ça. Il sert aussi dans une conjoncture mondiale. On ne peut pas parler des musulmans aujourd'hui, que ce soit au Québec ou ailleurs, sans se rendre compte qu'il y a deux dynamiques. Il y a des dynamiques internes et il y a des dynamiques externes qui conditionnent notre rapport aux musulmans, aux autres citoyens musulmans. Merci. Merci, c'est gentil. Et il y a souvent, et je parlerai d'orientalisme tout à l'heure, donc il y a souvent cette question qui revient, est-ce qu'ils sont compatibles avec nous? Est-ce qu'ils sont compatibles avec nous? Est-ce que l'islam est compatible dans la démocratie? Est-ce que l'islam est compatible dans notre société, dans nos valeurs? Et ça permet une forme de... Parler des autres, c'est souvent une façon de parler de soi. Donc et c'est à ça que sert l'orientalisme, entre autres. Hop, je reviendrai. Utilisez la flèche en retournée. Ah. La petite flèche, oui. Ok. Oups. Okay. Je voulais aller à l'orientalisme. Hop, hop. Donc, l'orientalisme, qui est souvent attribué à Edouard Saïd, qui était professeur à Columbia, si je ne me trompe pas. Donc, se construire cet autre lointain, cet autre oriental, cet autre musulman, permet de parler de soi. Donc, parler de l'autre de façon dépréciative, ça permet de se valoriser soi-même. De dire que ces autres, et on a entendu beaucoup au Québec, les musulmans menacent nos valeurs, les musulmans ne sont pas égalitaires, ils ne respectent pas l'égalité des sexes, ça veut dire que nous, on la respecte. Les musulmans commettent des crimes d'honneur. Lorsqu'il y a des violences familiales, on appelle ça des crimes d'honneur lorsqu'il s'agit des musulmans. Mais lorsqu'il s'agit de Turcotte, par exemple de Guy Turcotte, là on ne va pas parler de crimes d'honneur. On va parler de troubles mentaux, on va parler de dépression, etc., etc. Donc c'est là où on voit que certains groupes ont le privilège dont on reconnaît leur individualité, leur humanisme, on est capable de voir que c'est du cas par cas, et d'autres, ils sont dans une grosse catégorie qui s'appelle la culture, ils sont enfermés dans la même boîte et on les met tous on leur donne tous les mêmes qualificatifs. Donc l'orientalisme, c'est ça aussi, c'est de s'imaginer l'autre, une façon de se l'imaginer, mais de manière dépréciative, et ça permet quelque chose d'autre. Au Québec, quand on parle des musulmans, on pense souvent à immigration, mais c'est faux. Il ne faut pas faire cette association entre musulmans et immigration. Oui, il y a des musulmans immigrants, mais il y a des musulmans québécois.
il y a des musulmans convertis, il y a des musulmans d'Afrique, il n'y a pas que des musulmans arabes, aussi on va penser à arabité, il y a des musulmans d'Afrique de l'Ouest, il y a des musulmans d'Asie, etc. Et surtout, jusqu'à quand on est immigrant? À partir de quel moment on n'est plus des immigrants? Est-ce que ça 5 ans seulement ou est-ce que ça dure et ça dure des générations et des générations?